Maintenant, les petits détails de la fin. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je vous raconte quelques trucs qui me sont arrivés parce que ça peut vous arriver si vous faites la même chose. Par exemple, lors d'un cours sur l'escalade d'engagement, je donnais l'exemple d'escalade d'engagement que je trouve le plus marquant, c'est probablement les histoires de couple, où on ne raisonne de la qualité de son couple que sur la base du temps qu'on a passé ensemble. Et un jour, j'expliquais ça en amphi, et il y a une jeune personne qui est sortie en larmes. Et après coup, je me suis un peu inquiété. Donc, à la fin des cours, je me suis renseigné. Et puis, je l'ai retrouvée. Et je dis, il se passe quoi? Elle fait, oui, vous avez complètement raison. Je me rends compte que mon couple, c'est un couple de merde. Elle était complètement désespérée. Alors, moi, je ne savais plus quoi dire. Enfin, je lui disais, il n'y a que vous qui pouvez savoir. N'allez pas croire que tous les couples sont des couples pourris ou toutes les relations, tous les contrats synalagmatiques, comme disent les philosophes, sont foireux. Je ne critique pas ça, hein, mais c'est vrai qu'on a tendance à se faire piéger dans des escalades d'engagement assez facilement. Donc, bon, bref, je sais aussi qu'elle était très, très touchée. Et je sais que quand je parle aussi de l'escalade d'engagement que représentent les études, il y a pas mal d'étudiants qui sont brassés. Quand je leur dis que souvent on rentre en troisième année simplement parce qu'on a fait les 2 années précédentes, même quand on n'aime pas le contenu de ce qu'on est en train de faire, il y a beaucoup qui se reconnaissent dedans. Et donc j'essaie de bien leur dire que j'ai aucun avis, moi, sur leurs études, je n'ai pas d'avis, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais s'ils ne justifient d'aller dans la classe du dessus que par habitude, si vous voulez, que d'être dans un train en marche qui continue à avancer, ils sont dans une escalade d'engagement. Et la solution rationnelle là-dedans, c'est d'en sortir. Et donc il n'y a pas de honte à descendre du train. Au contraire, c'est de ne pas descendre du train, du mauvais train qui est crétin, vous voyez. Donc je les encourage à prendre leur destin en main, pour le peu de pouvoir que j'ai. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Que parfois, il arrive qu'il y ait des gens qui viennent vous voir et qui viennent vous parler de troubles. Ils ont des expériences paranormalistes ou étonnantes. C'est souvent à peu près les mêmes. Mais il y a parfois des gens qui viennent vous voir qui sont gravement en souffrance et qui ont été envoûtés, qui sentent avoir des esprits malfaisants autour d'eux. C'est des moments où je vous encourage à essayer de trouver des créneaux plus intimiste que la fin d'un cours où vous avez encore 100 étudiants qui sont là à discuter, pour éviter que la personne ait à se déverser devant tout le monde. Et puis, on n'est pas psychiatre, on n'est pas formé à ça. Donc la prise en charge, ce n'est pas à nous de la faire, si vous voulez. Par contre, on peut renvoyer vers des personnes qui sont capables de le faire. Je me rappelle notamment d'un étudiant qui pensait être un loup-garou. Et je sais que vous êtes en train peut-être de sourire, mais enfin, lui, il le vivait vraiment. Donc quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est en pleine souffrance et qui vous dit ça, moi, ça ne me fait pas marrer, que je me mets à sa place, je me dis, que puis-je faire pour lui, pour essayer de lui faire toucher du doigt le rasoir d'Occam, pour qu'il essaie de voir, ou même un test expérimental. Il me disait que c'était la nuit, que ça se produisait à certains moments bien précis. Et je lui disais, mais si tu veux, avec quelques collègues, on peut venir la nuit voir ce qui t'arrive. Bon, et puis ça c'est finalement, ne serait-ce que parfois, en posant ces questions-là, la personne se réapproprie un petit peu son truc et il est plus revenu m'en parler. J'espère que ce n'est pas parce qu'il était fâché, parce que j'ai rien dit de très critique là-dessus. Méfiez-vous aussi des dossiers qui amènent les étudiants à faire des trucs un peu spéciaux. Je vous en donne qu'un exemple. Un groupe d'étudiants qui s'amusait à tester les tables Ouija. Super sujet, hein, les tables Ouija. Et ils avaient lu, je ne sais pas où elles avaient lu, c'était un groupe de jeunes femmes qui avaient lu que le meilleur moyen de faire du Ouija, c'était sur une tombe d'une personne décédée assez récemment. Et les voilà donc en pleine nuit, sans me demander, hein, les voilà en pleine nuit en train de faire une sorte de table tournante et de Ouija classique sur une tombe dans un des cimetières de Grenoble en ayant escaladé la grille. La police est passée, il s'en fait courser. Enfin voilà. Donc il y a des situations qui peuvent les amener, dans le cadre de leurs enquêtes, à faire des trucs qui sont réprouvables. Pardon. Et je pense aussi, par exemple, à des étudiants qui veulent travailler sur des légendes urbaines et qui essaient d'en créer. Il y a des étudiants qui ont failli pas me demander, je m'en suis rendu compte au dernier moment, que leur légende, ils voulaient créer une légende urbaine et voir si les médias la relayaient. C'était de créer une légende urbaine sur des enlèvements de filles sur le campus. Et là, j'aurais dit, oh là là, enfin, c'est illégal, illégitime et immoral de créer des peurs comme ça. Éthiquement parlant, c'est non recevable. Donc il y a des choses comme ça. Il faut essayer de baliser un peu le truc, parce qu'ils ne sont pas à court d'imagination, les étudiants.
les graves défauts de mon cours sont les suivants. Je parle très vite. C'est parce que j'ai envie d'en dire beaucoup dans un laps de temps qui est court. Et ça m'énerve quand je m'écoute. Je trouve que je parle trop vite. Et en même temps, quand je regarde ce qui se produit sur YouTube avec une qualité parfois assez discutable, parfois par d'anciens étudiants à moi d'ailleurs, ça me gêne un peu, que ce ne soit pas toujours très bon. Des fois c'est très bon, des fois c'est pas très bon. J'ai l'impression que leur leitmotiv à eux, c'est de parler le plus vite possible. Alors, on ne va pas me faire le reproche à moi de parler vite, alors qu'eux, ils parlent 200 fois plus vite que moi et tout le monde les aime bien. Mais en même temps, je suis en cours et donc, pardon à tous ceux qui ont dû supporter mon débit rapide. Il a deux explications. Le premier, c'est de vouloir en fourrer beaucoup de contenu dans un laps de temps qui est court. Le deuxième, c'est le stress, très clairement. L'anxiété de rentrer dans un amphithéâtre pour délivrer un contenu qu'on espère transformer un peu la vie. Ça fout le stress. Moi, j'ai toujours eu une sorte de stress inhérent à ça. Je l'ai toujours. Henri Brock me disait qu'il l'avait eu jusqu'à la retraite et il ne s'en était jamais séparé. Donc, je l'atténue comment? Je l'atténue en fumant une clope en cachette avant de rentrer. C'est la clope du condamné, si vous voulez. Et puis, comme je souffre d'une urticaire et qu'on parle d'une urticaire chronique spontanée, je fais gaffe à ne pas mobiliser trop mon système de stress, et donc il m'arrive parfois de me médicamenter. Donc pour vous dire, ça ne m'est pas facile. Donc pour des gens qui parfois me disent « Oui, mais toi, c'était tellement facile de faire ces cours, mais nous, ça nous mettrait une pression de fou de faire des cours comme ça parce qu'on ne parle pas bien, parce qu'on n'est pas à l'aise devant un amphi. » Je ne suis pas à l'aise devant un amphi. Je suis terrorisé devant un amphi. Tout le monde est terrorisé devant un amphi. C'est normal d'être terrorisé. Moi, je crois que c'est ne pas être terrorisé qui est bizarre. Parce que si vous êtes là à 200% en train de vous concentrer à ne pas dire une seule erreur sur les dates, en sachant que vous allez en faire quand même, et que vous avez 400 personnes en face de vous qui vous écoutent, et que vous avez l'enjeu d'un cours qui est pratiquement unique ou avec très peu d'occurrences, il y a une pression, quoi. Je trouve qu'elle est normale, je trouve qu'elle est saine, je trouve qu'elle est bonne, et j'espère qu'elle ne me quittera jamais, même si elle me joue des tours. Voilà. Pardon pour l'éthique de langage, en m'écoutant là je m'horrifie, ça m'énerve, c'est épouvantable. Même en m'écoutant là parler en ce moment, je crois que j'ai dû dire notamment, je sais pas, une dizaine de fois, vous compterez, ça m'énerve, ça m'agace, je les extirperai de moi, j'y arriverai, je vous jure. J'avais plus formalisé mes cours au tout début. Je faisais plus de listes, c'était plus technique, je faisais plus d'effets, d'impact, d'effets paillasson, de sophismes, les rhétoriques de base. Maintenant, vous noterez que je m'en passe, que ce n'est pas un cours très académique, si vous voulez, que je propose. C'est l'esprit que j'aimerais vraiment qu'il passe. J'aimerais qu'il y ait l'esprit, qu'il y ait l'envie, qu'il y ait la curiosité, que la curiosité soit le carburant et que le doute soit le système de direction. J'aimerais qu'ils aient le goût de ces choses-là. Au fond, je m'en fiche, ils ne connaissent pas le nom des biais classiques, si tant est que quand ils en entendent un, ils se fassent oh, mais ça c'est un biais que je connais. Bon, le nom, c'est pas grave, mais si j'ai besoin de le retrouver, je sais où j'irai le retrouver. J'irai sur le site du Cortex ou ailleurs, il y a plein de ressources en ligne. Un dernier défaut de mon cours, c'est sa non-malléabilité, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la première partie, elle est un peu figée maintenant. Je ne fais plus les cours sans cette partie épistémologie, ça, à mon avis, ça n'a pas de sens. Donc je ne peux pas vraiment changer les premiers cours. Je peux les faire bouger au gré des événements culturels ou des actualités, mais je peux pas, dans sa forme, je ne peux pas trop la faire bouger, je trouve. Je le regrette un peu, puis pas trop. Quelques conseils encore, si j'en ai pour les pédagogues. Quand vous illustrez un biais ou un élément épistémologique, ce que je défends, c'est l'utilisation d'une méthode que j'appelle la méthode de la spatule en bois. C'est bidon comme nom, mais c'est-à-dire que quand vous voulez illustrer une facette, un effet, un biais, un sophisme, un paralogisme, ce que vous voulez, si vous prenez un exemple, le premier exemple que vous prenez, prenez-le dans un domaine qui n'est pas affectivement chaud. Si le premier exemple que vous prenez pour illustrer un biais de, je sais pas, d'irréfutabilité, par exemple, si le premier sujet que vous prenez, c'est par exemple la psychanalyse, qui est un sujet éminemment chaud en France, ou c'est un exemple sur les sourciers ou sur l'homéopathie, vous allez froisser tout le monde. Je le sais, je le vois, je l'ai vu dans les milliards de discussions que j'ai eues sur ces sujets-là, je le vois bien. Je vous recommande de passer par des objets cognitifs moins coûteux. C'est pour ça que la cryptozoologie, par exemple, est propice, ou les phénomènes paranormaux. Personne
c'est très rare que vous ayez des gros débats familiaux qui font que les familles se scindent en deux et renoncent à l'héritage, tous ces trucs-là, parce que sur des bases de cryptozoologie ou de paranormal classique, c'est très très rare que personne ne tombe dans l'insomnie à cause de l'existence ou de l'inexistence du Mokele Mbembe en Afrique centrale ou du Yéti. Donc prenez ces exemples-là pour illustrer, et ensuite vous pouvez passer à des sujets chauds, et vous misez sur la consistance intellectuelle des étudiants. C'est-à-dire qu'ayant mobilisé la démarche que vous vouliez sur un objet peu coûteux, ils se rendent compte que ça fonctionne bien. Et après, s'ils renoncent à l'appliquer sur un sujet qui leur est coûteux, il va falloir qu'ils se justifient à eux-mêmes pourquoi ils étaient d'accord pour l'appliquer à un sujet moins coûteux. Vous voyez la feinte? Et donc, j'appelle ça la spatule parce que c'est un peu comme une petite spatule qu'on glisserait sous une crêpe pour pouvoir mieux la retourner. Mais si vous allez avec une spatule pas lisse, genre une branche d'arbre et pas huilée, bah la crêpe, vous allez Alors attention, c'est une métaphore, les étudiants ne sont pas des crêpes, nous ne sommes pas des spatules, on n'est pas en train de faire des crêpes, on est bien d'accord. C'est juste une image pour dire que la douceur est l'une des importantes mamelles de ces enseignements, une douceur méthodologique. Surtout quand ces sujets-là sont chauds. Alors les sujets chauds changent avec le temps. Je vous encourage à vous tenir au jus des actualités. Il y a des sujets qui, il y a 10 ans, me valaient des milliards d'heures de perdues dans des discussions interminables et qui maintenant sont passés de mode. Je vous donne un exemple prosaïque. Le 11 septembre 2001, par exemple, il n'y a plus beaucoup d'étudiants qui tripent dessus, alors qu'il y a 10 ans, c'était le feu. La psychanalyse, il y a des choses que je dis maintenant que je disais il y a 10 ans. Et je me faisais incendier et maintenant, ça passe presque. Pas encore, mais ça passe presque. La programmation neurolinguistique, c'est pareil. Maintenant, on peut la critiquer. Ou la synergologie, vous critiquiez ça il y a 10 ans, vous aviez des ennuis. Voire, vous aviez même des enseignements transversaux en parallèle des miens qui traitaient ça, mais qui vantaient ça. Et donc, parfois, ça valait quelques âpres discussions. Voilà. Et bien, c'est tout. Je crois, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre. Prenez ces cours, ne prenez pas les diaporamas tels quels. On a pas mal de camarades qui ont essayé de prendre les camarades d'autres, de prendre les diaporamas d'autres, pas prendre les camarades d'autres, prendre les diaporamas des autres. En fait, il vaut mieux faire tabula rasa et partir enrouler votre petite pelote. Si vous montez un cours d'esprit critique, enroulez votre pelote à partir des choses que vous savez. Partez de vos trucs disciplinaires. Si vous êtes historien, si vous êtes géographe, si vous êtes psychologue, si vous êtes physicienne, ben vous partez de ce que vous savez, enroulez petit à petit et acceptez de ne pas connaître certains sujets. Allez-y progressivement et ne bluffez pas. Hein. Voilà, c'est ça le principal conseil, je pense, que je puisse vous donner. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire d'autre? Je crois que pas grand-chose. Ouais, donc le diaporama, voilà, ça ne sert à rien de partir avec un diaporama de quelqu'un d'autre. Tout l'enchaînement, il n'est pas le même. C'est pas la même façon de parler. Il y a des styles. Moi, je suis style, je sais pas, moi, un peu, je sais pas, un peu rapide, un peu tornade, un peu spécial. Il y a plein d'autres speeds possibles. Il y a plein d'autres façons de faire possibles. Il y a mon camarade Pinceau, il est d'un calme olympien et c'est tout aussi efficace, voire plus. Et donc voilà. Mon seul regret, c'est d'être sur YouTube. Et j'espère qu'on pourra lutter contre cette mainmise. Une façon de lutter que je trouve assez élégante, cette mainmise notamment des GAFAM, Google, Apple, Facebook et autres. Une des bonnes façons de faire, c'est d'introduire ces contenus critiques à l'intérieur de l'université. Et depuis 2017, depuis 2 semaines, s'ouvre un cours à l'université ouvert par Ismaël Ben Slimane notamment du Cortex sur l'autodéfense numérique. Pourquoi ça pose problème, ces questions de YouTube et de Google et de Gmail et de protocole Gmail? Pourquoi ça pose problème? Voilà. Et ben, ils vont vous en parler. Et bientôt, ils se retrouveront certainement sur la même chaîne YouTube que moi ici, ce qui fera peut-être quelques grincements, qui sait. Mais l'esprit critique est là pour faire grincer. Voilà. Des fois, on finit par un proverbe un peu traditionnel, on dit n'hésitez pas en tout cas à foncer, même si vous avez des interstices de temps très très courts dans vos enseignements, même si vous êtes dans des trucs très contraints par le temps comme dans le secondaire, on vous aidera, contactez-nous, on vous filera un coup de main. Et l'esprit critique ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Merci Jamel d'avoir filmé tout ça, c'est cool. Ciao.